Cameroun, plusieurs personnes ont été tuées lundi à Kumba, ville du sud-ouest anglophone. Des échanges de tirs entre militaires et séparatistes armés ont été enregistrés entre mercredi soir et jeudi dans la localité. Évasion d'un commandant militaire libyen recherché par la Cour pénale internationale, l'intéressé, alors inculpé pour sa responsabilité dans de graves violations de droits de l'homme, appartenait aux forces de Khalifa Haftar. Au Soudan du Sud, le Parlement a adopté jeudi une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir. Cette dimension pourrait nuire aux actuels pourparlers de paix. Vendredi 13 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Des échanges de tirs entre militaires et séparatistes armés ont été enregistrés entre mercredi soir et jeudi dans une zone anglophone du Cameroun. En effet, plusieurs personnes ont été tuées depuis lundi à Kumba, ville située au sud-ouest du Cameroun. Reportage. D'une source proche des services de santé dans la ville de Kumba, au sud-ouest anglophone du Cameroun, plusieurs personnes, dont des civils, ont été tuées depuis lundi. Tout est parti de l'assassinat dimanche par les séparatistes présumés d'un commissaire de police à Kumba. Depuis la mort de ce commissaire, la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée. Au moins 3 policiers ont été tués depuis dimanche dans la capitale régionale, Buea et Kumba. À Buea particulièrement, c'est la première fois depuis le début de la crise anglophone fin 2016 que des combats ont eu lieu lundi. La crise anglophone s'est muée fin 2017 en un conflit armé. Une frange radicale et séparatiste de la minorité anglophone, s'estimant marginalisée par le pouvoir central francophone, a pris les armes. Dans les 2 régions anglophones, les combats sont devenus quasi quotidiens entre militaires, policiers et ces hommes armés. Ces séparatistes, éparpillés en divers groupes, s'en prennent depuis sans relâche aux forces de l'ordre et de sécurité, mais aussi aux symboles de l'administration comme les écoles qu'ils incendient. Ils procèdent également à des enlèvements de policiers, de fonctionnaires et d'hommes d'affaires. D'abord centralisés début 2018 dans le nord-ouest, les combats se sont peu à peu déplacés vers le sud-ouest. La zone rurale entre Kumba, Mamfé et la frontière nigériane est devenue l'épicentre des violences. Nouvelle donne au Soudan du Sud. Le Parlement du Mouassa a adopté jeudi une loi prolongeant de 3 ans le mandat des autorités de transition, dont celui du président Salva Kiir. Cette dimension pourrait nuire aux actuels pourparlers de paix actuellement en cours dans ce pays. La loi adoptée à l'unanimité amende la Constitution transitoire numéro 5 pour l'année 2018. Selon un accord de paix signé en 2015, le mandat des autorités de transition expire en août 2018. Le gouvernement a présenté ce projet de loi en arguant que la prolongation du mandat des autorités de transition était nécessaire pour éviter un vide institutionnel. Cette action a lieu alors que des pourparlers de paix se poursuivent encore. Le bloc régional est-africain IGAD a relancé des pourparlers de paix entre les 2 principaux protagonistes de la guerre civile, le président Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les 2 hommes se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu entré en vigueur le 30 juin. Le 6 juillet, ils ont convenu de retirer leurs forces des zones urbaines dans le cadre d'un accord portant sur la sécurité signé à Khartoum. Et le lendemain, à Kampala, ils ont signé un accord de partage du pouvoir qui doit voir le chef rebelle Riek Machar retrouver son poste de vice-président. Les négociations entre les 2 camps se poursuivent en vue de la signature d'un nouvel accord de paix global en attendant l'organisation d'élections. En Afrique du Sud, sombre semaine judiciaire pour Doudou Sané Zouba, fils de l'ancien président Jacob Zouba, déjà accusé de corruption lundi dans un de nombreux scandales liés à la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta qui ont précipité du moins la démission de son père en février déjà. Il a été inculpé ce jeudi d'homicide pour avoir causé la mort accidentelle de 2 personnes au volant de sa voiture. Nous étions en 2014.
Duduzane Zuma, fils de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, a brièvement comparu devant un tribunal de Johannesburg pour un accident de la circulation dans lequel il est impliqué. Il est accusé d'avoir provoqué en 2014 la mort de Phumzile Dube, tué au moment de la collision dans le quartier huppé de Sandton à Johannesburg entre sa Porsche et le minibus dans lequel la Sud-Africaine circulait. Une autre passagère a également succombé à ses blessures 3 mois après l'accident. Au tribunal ce jeudi, il a été inculpé d'homicide pour avoir causé la mort accidentelle de ces 2 personnes au volant de sa voiture. Il s'agit là de la 2e inculpation cette semaine pour le jeune homme de 34 ans. Lundi dernier, il avait déjà été accusé de corruption dans un des nombreux scandales liés à la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta. Mais il avait été remis en liberté sous strict contrôle judiciaire et en échange d'une caution de 6 500 €. Le parquet avait dans un premier temps renoncé à poursuivre Duduzane Zuma, mais sous la pression de l'organisation AfriForum, il a décidé de revoir sa position. La prochaine audience dans cette affaire a été fixée au 23 août prochain. Crise au sein de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire à 2 ans de la présidentielle. Une crise politique davantage visible à l'occasion du dernier remaniement ministériel, même si le président Alassane Ouattara a refuté toute tension au sein de la majorité dans une déclaration faite devant le Conseil des ministres. Le PDCI, principal allié du chef de l'État, dit n'avoir pas été consulté pour la formation du nouveau gouvernement. La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, traverse une crise sans précédent. Et même si le président Alassane Ouattara réfute toute tension au sein de sa majorité, le dernier remaniement ministériel n'écarte pas pour autant l'idée d'une fissure. Dans un communiqué, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, marque son étonnement que le président Alassane Ouattara, élu comme candidat unique sous la bannière de la coalition RHDP, ait formé un gouvernement sans consulter son principal allié, Henri Konan Bédié. Ce communiqué du PDCI marque, de l'avis de plusieurs observateurs, une escalade dans les points de divergence qui s'observent depuis quelques semaines au sein de la coalition au pouvoir. L'enjeu de la crise, la transformation du RHDP en parti unifié et l'élection présidentielle de 2020. Le président Ouattara veut transformer le RHDP en un véritable parti politique unifiant les 2 formations PDCI et RDR avant la présidentielle de 2020. Mais le PDCI refuse d'aller au parti unifié tant que le RDR d'Alassane Ouattara ne s'engagera pas à soutenir un candidat unique issu du PDCI en 2020. Sur ce point, le RDR rechigne et Alassane Ouattara laisse même planer depuis quelques semaines l'idée d'un 3e mandat. Le PDCI, faut-il le rappeler, a soutenir 2 fois la candidature victorieuse d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Évasion d'un commandant militaire libyen recherché par la Cour pénale internationale. L'intéressé, alors inculpé pour sa responsabilité dans de graves violations des droits de l'homme, appartenait aux forces du général Khalifa Haftar. L'homme fort de l'Est de la Libye a ordonné de remettre la main sur le commandant Mahmoud al-Ouerfali à la suite de son évasion de la prison militaire où il était détenu. Le communiqué qui véhicule l'information ne mentionne pas la date de cette évasion et donc depuis combien de temps ce haut gradé est en fuite. Mahmoud Mustafa Boussaïf al-Ouerfali, commandant dans l'armée nationale libyenne, autoproclamé et dirigé par le maréchal Haftar, fait l'objet depuis près d'1 an d'un mandat d'arrêt de la CPI. Cette dernière l'accuse de crimes de guerre dans au moins 7 incidents en 2016 et 2017. Le 5 juillet, la Cour a émis un 2e mandat d'arrêt à son encontre pour sa responsabilité présumée de meurtre en tant que crime de guerre. En effet, les juges ont estimé disposer de motifs sérieux de croire qu'il aurait abattu 10 personnes en face d'une mosquée à Benghazi le 24 janvier dernier. Mahmoud al-Ouerfali, né en 1978, se bat depuis 2011 aux côtés des forces loyales à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a réclamé à plusieurs reprises l'arrestation de Ouerfali. Mais les forces loyales au maréchal Haftar avaient indiqué l'été dernier l'avoir arrêté. Elles avaient ajouté qu'il faisait l'objet d'une enquête devant le procureur général militaire, ce qui semble ainsi vouloir écarter une remise à la Cour pénale internationale.
Nous retrouvons Johannes Toano pour parler sport dans un instant. Johannes Toano, bonjour. Bonjour. Ça va très vite du côté des clubs pour préparer donc les prochains championnats européens. C'était l'incertitude du côté des Blues de Chelsea. Mais visiblement, les dirigeants ont dû prendre donc les taureaux par les cornes. Tout à fait. Kodjovi a maintenant période de Coupe du Monde, mais beaucoup de joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde sont aussi concernés par les transferts. Ça bouge beaucoup et ça a décidé de s'accélérer ces derniers jours. Peut-être un effet dû au mouvement très important de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin. On sait déjà qu'en Angleterre, le vainqueur de la Première Ligue 2017 et de la FA Cup la saison dernière, l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, a été limogé de son poste d'entraîneur de Chelsea. Donc, selon la presse anglaise et italienne, eh bien, ce sera Maurizio Sarri, l'ex-entraîneur de Naples, qui est donc le résolu, qui devrait débarquer à Londres dans les prochaines heures. Du côté des joueurs, Riyad Mahrez quitte les Foxes de Leicester pour Manchester City. Les Citizens ont dû débourser 67 millions d'euros pour s'attacher les services du meilleur joueur de Premier League. C'était en 2016. Le milieu de terrain de l'OGC Nice, Jean-Michel Seri, s'est lui engagé ce jeudi avec Fulham, tout juste promu en Première Ligue. L'indemnité de transfert n'est pas officielle, mais devrait avoisiner les 30 millions d'euros. L'autre milieu de terrain aussi de Stoke City, Xherdan Shaqiri, a quitté donc Stoke pour Liverpool. Sa clause libératoire tournait autour de 15 millions d'euros. En Espagne, et après la présentation de Arthur, jeune milieu de terrain brésilien, c'est désormais Clément Langlais qui a rejoint le FC Barcelone. Le défenseur français quitte donc Séville 18 mois juste après avoir débarqué en Andalousie. Il signe un contrat de 5 ans chez les Blaugrana. Sa clause libératoire de 35 millions d'euros avait été versée par le club catalan. Et aujourd'hui, sa clause est, tenez-vous bien, de 300 millions d'euros. On va parler rapidement de l'Allemagne, du Borussia Dortmund, qui a officialisé l'arrivée du latéral droit de 19 ans, Achraf Hakimi, prêté 2 ans par le Real de Madrid. Nous vous parlez donc de Real de Madrid. On va donc y rester. D'après le départ donc de Cristiano Ronaldo, plusieurs cadres pourront donc lui emboîter le pas. Tout à fait. On a l'impression que c'est la fin d'un cycle au Real Madrid et beaucoup de joueurs pourraient être concernés, notamment Karim Benzema. On n'est pas trop sûr de l'information, mais beaucoup de journaux en font leur chou gras ces derniers jours, ces dernières semaines. Il se murmure que tout est fin prêt pour permettre le départ de Benzema. Il devrait probablement rejoindre l'Italie, pas forcément la Juventus, mais plutôt Naples, qui devrait être en bonne posture pour le récupérer. Il y a aussi Gareth Bale, qui est l'ailier gallois du Real Madrid, qui pourrait partir, on ne sait pas. Il est prévu une réunion avec le nouvel entraîneur du Real Madrid, Julen Lopetegui, pour savoir s'il devrait rester ou pas. Ce qui est sûr, c'est une période d'incertitude pour le Real, quelque peu normale, parce que aussi bien Ronaldo que Karim Benzema, c'est quand même pratiquement une décennie au sommet au Real. Donc avec leur âge, probablement la trentaine, Ronaldo 33, c'est normal qu'on puisse penser à des joueurs jeunes de talent. On pense notamment à Eden Hazard, on pense aussi à Mauricio Icardi, on pense à Neymar. Il se murmurait que le Real veut faire feu de tout bois pour déloger le prodige brésilien du PSG, mais avec le président Nasser Al-Khelaifi, ce ne sera pas une partie de plaisir. Donc vous pensez que c'est l'âge qui justifie le départ de Cristiano Ronaldo du Real? Pas l'âge, parce que l'homme estime avoir été un peu mis à mal, on ne l'a pas assez respecté. Vous savez, Cristiano Ronaldo, c'est un homme qui a un gros ego. Il a toujours estimé être le meilleur joueur au monde avec les meilleurs avantages. Il aurait eu des accords que son contrat serait prolongé, qu'il aurait eu un meilleur salaire, parce que, tenez-vous bien, Lionel Messi, le lutin barcelonais, gagne plus du double de son salaire quand il était au Real Madrid. Donc Messi tournait à autour de 50 millions d'euros, même 75 millions pour une certaine presse, alors que Ronaldo émargeait encore autour de 25 millions d'euros maximum au Real. Donc il aurait dû mériter une augmentation, parce que la Champions League du Real, ils la lui doivent. Il n'a pas eu cette augmentation. Il a estimé qu'on avait manqué de respect à l'histoire qu'il avait au Real. Il a choisi de claquer la porte. Ce n'est pas forcément pour une affaire d'argent, mais c'est aussi pour une affaire de respect et de considération. Mais il a oublié aussi que le destin est aussi individuel. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. N'oubliez pas, nous retrouvons Johannes Toano lundi pour parler donc de la finale de la Ligue
de la Coupe du Monde du Ouest. Mais en attendant, retrouvez donc la petite finale qui se joue déjà demain et la grande finale le dimanche. À chacun à tous, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA. Nous vous donnons rendez-vous pour le lundi.